T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à qui tu es vraiment? Si tous les masques que tu portes t'étaient enlevés, que resterait-il? Et si le moi que tu crois être n'était qu'un reflet des attentes des autres? Carl Jung a dit un jour: ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, ceux qui regardent l'intérieur s'éveillent. Mais sommes-nous réellement prêts pour cet éveil? Depuis la naissance, nous sommes constamment façonnés par des attentes, celles de la famille, de la culture, de la société, qui nous dictent qui nous devrions être. Nous grandissons en pensant que notre identité est figée, et pourtant, au fond de nous, persiste ce sentiment étrange. Nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Pourquoi avons-nous parfois l'impression d'être des étrangers pour nous-mêmes? La psychologie révèle que nous ne sommes pas un moi unique, mais plutôt un ensemble de moi multiples qui coexistent et parfois s'opposent. Il existe des parties de notre personnalité que nous dissimulons ou réprimons jusqu'à ce qu'elles surgissent de manière inattendue. T'es-tu déjà surpris à agir ou parler d'une manière que tu n'as pas comprise, en te demandant ensuite pourquoi j'ai fait ça? Comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle en toi? Cela se produit parce que des forces agissent en nous sans que nous les comprenions toujours. Des archétypes, des ombres, des schémas inconscients, hérités ou développés avec le temps. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la psychologie de la connaissance de soi à travers le regard de Jung. Nous verrons pourquoi il est si difficile de vraiment se connaître, comment notre psyché est structurée et surtout comment transformer cette compréhension en une force de changement dans notre vie quotidienne. Mais d'abord, un avertissement. La découverte de soi n'est pas toujours confortable. Tu pourrais révéler des vérités que tu préférerais éviter. Mais si tu as le courage de continuer, la récompense est immense, la liberté d'être pleinement toi-même. Alors, commençons. S'il y a un voyage véritablement difficile, c'est celui qui mène vers l'intérieur. Connaître son propre être semble simple. Après tout, qui pourrait mieux te connaître que toi-même? Et pourtant, ce chemin est semé d'embûches. Dès l'enfance, nous apprenons à voir le monde à travers les yeux des autres. Notre perception de nous-mêmes est modelée par la famille, la culture et les attentes sociales. On nous répète sans cesse ce que nous devrions être, comment nous comporter et ce que nous devrions désirer. Dans ce flot d'influences extérieures, où commence réellement notre vrai moi? Jung nous a mis en garde contre la persona, ce masque que nous portons pour nous adapter au monde. La personne n'est pas un mensonge, mais une version filtrée de nous-mêmes, une identité sociale construite pour plaire à notre entourage. Le problème, c'est lorsque nous confondons ce masque avec notre véritable identité. Nous passons tellement de temps à jouer un rôle que nous finissons par croire que ce rôle, c'est nous. Et nous oublions tout ce qui se cache sous la surface. Lorsque la vie nous pousse à affronter nos contradictions, que ce soit par l'échec, une crise ou un changement profond, le masque commence à se fissurer. Et ce que l'on découvre dessous peut être troublant, voire effrayant. Au-delà de la persona, un autre obstacle majeur nous attend sur le chemin de la conscience de soi. L'ombre. L'ombre contient toutes les parties de nous que nous refusons de voir, de reconnaître ou d'accepter. Elle renferme les pulsions, les désirs et les émotions que nous jugeons inacceptables ou inappropriées. Jung nous a appris que plus nous refusons notre ombre, plus elle exerce son pouvoir sur nous. Souvent, elle se manifeste de façon inattendue, par des accès de colère, des sabotages personnels ou des schémas destructeurs que nous répétons sans comprendre pourquoi. Souvent, les traits que nous jugeons sévèrement chez les autres reflètent ce que nous ne parvenons pas à reconnaître en nous-mêmes. As-tu déjà remarqué que certains comportements chez les autres t'irritent sans raison apparente? Cela peut être le signe que tu projettes ton ombre sur eux. Un autre obstacle majeur à la connaissance de soi est la peur. Se comprendre réellement demande du courage, car cela implique de renoncer à des illusions rassurantes. Beaucoup préfèrent rester enfermés dans des histoires familières plutôt que de faire face à des vérités inconfortables sur eux-mêmes. Il est plus facile de se voir comme une victime des circonstances que d'admettre qu'on sabote parfois ses propres choix. C'est plus simple d'accepter que les choses sont comme elles sont, que de se demander pourquoi on se sent perdu ou insatisfait.
L'esprit construit des mécanismes de défense pour éviter cette confrontation. Il trouve des excuses, justifie nos actions et nous persuade que nous savons déjà assez sur qui nous sommes. Mais est-ce vraiment le cas? Ce qui rend ce parcours encore plus complexe, c'est la nature même de notre psyché. Nous ne sommes pas un moi unique et cohérent, mais un tissu de parties contradictoires. Parfois, nous recherchons la sécurité, et d'autres fois, l'aventure. Nous aspirons à être acceptés, tout en désirant exprimer notre individualité. Ces contradictions intérieures sont inévitables, et les ignorer ne fait que nous éloigner de notre véritable essence. Pourtant, la société nous pousse à choisir une seule identité, une seule voie claire. La réalité, c'est que nous évoluons constamment, devenant sans cesse quelque chose de nouveau. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais ce qu'il n'a pas précisé, c'est que cette connaissance n'est jamais figée ni définitive. Il n'y a pas de destination finale, pas de réponse absolue à la question « Qui suis-je ?» La conscience de soi est un chemin sans fin. Chaque expérience, chaque erreur, chaque révélation nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes. Ironiquement, plus notre connaissance de soi s'approfondit, plus nous réalisons tout ce qui reste à découvrir. Au fond, le plus grand défi de la découverte de soi n'est pas l'absence de réponse, mais notre réticence à poser les vraies questions. Sommes-nous prêts à regarder à l'intérieur, même si la vérité dérange? Sommes-nous disposés à remettre en question les récits que nous avons construits sur nous-mêmes? Se connaître demande du courage. C'est accepter de faire un pas dans l'inconnu. Et peut-être est-ce justement cela qui rend ce chemin si captivant. Si se comprendre ressemble à une traversée de labyrinthe, Jung nous a offert une carte. Sa théorie des types psychologiques nous aide à comprendre comment nous pensons, ressentons et percevons le monde, et surtout, pourquoi nous nous sentons parfois en décalage avec nous-mêmes. Il a identifié 4 fonctions principales de la conscience humaine: la pensée, le sentiment, la sensation et l'intuition. En plus, chaque personne a une attitude dominante, extravertie ou introvertie. Cette combinaison unique façonne profondément notre personnalité et influence notre manière d'interagir avec le monde qui nous entoure. Ceux dont la fonction dominante est la pensée abordent la vie de manière logique, systématique et objective. Ils valorisent la cohérence et la rationalité et placent souvent la vérité au-dessus des émotions. À l'inverse, les personnes guidées par le sentiment prennent leurs décisions en fonction de leurs valeurs personnelles et de considérations émotionnelles. Pour elles, l'harmonie et les relations humaines comptent plus que la logique pure. Aucune de ces approches n'est supérieure à l'autre. Cependant, selon notre éducation et notre environnement, il arrive que nous en réprimions une au profit de l'autre. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme ⁇ Ne sois pas si logique ⁇ ou ⁇ Arrête d'être si émotionnel, le c'est-un ⁇ La fonction de sensation est liée au moment présent, aux expériences concrètes et aux détails de l'environnement physique. Les personnes chez qui cette fonction est dominante ont tendance à être ancrées dans le réel, réalistes et attentives à ce que leurs sens perçoivent. À l'inverse, l'intuition se concentre sur ce qui n'est pas encore visible. Elle capte les possibilités, les schémas, les interconnexions subtiles. Les personnes intuitives vont au-delà de l'apparence, pressentent l'avenir et perçoivent ce qui arrive avant même qu'il y ait des preuves tangibles. C'est ici qu'intervient l'un des éléments les plus importants du modèle jungien. En plus de ces 4 fonctions, chaque individu possède une attitude dominante. Les extravertis orientent leur énergie vers l'extérieur, recherchent la stimulation, les interactions sociales et la validation externe. Les introvertis, en revanche, se tournent vers l'intérieur, se concentrant sur leurs pensées, leurs réflexions et leur monde intérieur. Cette distinction explique pourquoi certaines personnes se sentent revigorées après un événement social, tandis que d'autres en sortent épuisées et ont besoin de solitude pour se ressourcer. Le chemin vers la conscience de soi consiste à identifier quelles fonctions gouvernent notre esprit et lesquelles sont sous-développées ou négligées. Jung soulignait que notre fonction la plus faible réside généralement dans l'inconscient. Elle nous influence de manière subtile et parfois sabote nos efforts sans que nous nous en rendions compte. Par exemple, une personne très logique
peut réprimer ses émotions jusqu'à ce qu'elles explosent de manière incontrôlable. Une personne intuitive peut négliger les aspects pratiques et se perdre dans ses idées sans les concrétiser. Ce qui est fascinant, c'est que dans notre évolution, nous sommes appelés à intégrer ces fonctions moins dominantes. Mais cet équilibre ne vient pas naturellement. Il exige des efforts, la confrontation à soi-même et parfois des crises personnelles. Les personnes figées dans une seule fonction risquent de devenir rigides et prévisibles. Le penseur extrême peut devenir froid et insensible. Celui qui privilégie le sentiment peut se noyer dans des émotions sans direction. Le sensoriel peut se limiter à l'instant présent et perdre la vue d'ensemble. L'intuitif peut s'éloigner de la réalité concrète. Jung introduisit aussi une idée essentielle, la fonction inférieure. C'est la partie de nous que nous avons tendance à refouler, et pourtant, de manière paradoxale, c'est elle qui détient la clé de notre complétude. La fonction inférieure se manifeste souvent en période de stress, révélant des aspects de notre être que nous préférerions ignorer. Une personne rationnelle peut avoir une explosion émotionnelle et irrationnelle. Une personne très émotive peut réagir avec une froideur inattendue. Ces réactions ne sont pas des échecs, mais des signes que notre psyché cherche un équilibre. La fonction inférieure n'est pas un défaut à corriger, mais une porte vers la croissance personnelle. C'est là que réside le véritable défi. Accepter cette part cachée de ce que nous sommes. La conscience de soi ne consiste pas à renforcer ce que nous savons déjà sur nous-mêmes, mais à s'ouvrir à ce que nous avons tendance à fuir ou à redouter. En comprenant notre type psychologique, nous acquérons une nouvelle clarté sur nos actions, nos blocages, nos relations. Nous commençons à reconnaître nos choix plus lucidement et surtout à apprécier la manière unique dont chaque être humain vit et perçoit le monde. Jung n'a pas conçu ce modèle pour nous enfermer dans des cases, mais pour éclairer la nature fluide et dynamique de l'esprit. Il considérait les types psychologiques non pas comme des étiquettes figées, mais comme des énergies qui doivent être équilibrées tout au long de notre vie. Lorsque nous cessons de résister aux parties de nous-mêmes qui vivent en nous et que nous commençons à intégrer les différentes facettes de notre personnalité, nous ne nous sentons plus limités, nous nous sentons libérés. C'est à ce moment-là que commence la véritable transformation. S'il y a bien une chose que Jung nous a apprise, c'est que personne ne naît complet. Toute notre existence est dédiée à le devenir, en réintégrant ces parties de nous-mêmes que nous avons autrefois ignorées, refoulées ou projetées sur les autres. Il appelait ce chemin de toute une vie l'individuation, un processus psychologique essentiel, bien plus qu'un simple concept philosophique. C'est ce qui distingue une vie authentique d'une existence vécue en pilote automatique. Cependant, ce voyage est loin d'être facile. Il exige d'affronter non seulement l'image que nous avons de nous-mêmes, mais aussi tout ce que nous avons nié en nous. Dès l'enfance, nous apprenons à agir selon les attentes de notre entourage. Pour être acceptés, nous développons un masque social, la persona. Si l'intelligence est valorisée dans notre environnement, nous nous efforçons de paraître brillants. Si c'est la force, nous dissimulons nos vulnérabilités. Si plaire aux autres, pour qu'un c'est essentiel, nous devenons experts dans l'art de nous adapter. Le problème, c'est qu'au fond, la persona n'est qu'un masque. Elle peut être utile, mais elle ne représente jamais pleinement qui nous sommes vraiment. Plus nous nous identifions à cette version filtrée de nous-mêmes, plus nous nous éloignons de notre véritable nature. Derrière la persona se cache ce que nous tentons de dissimuler. L'ombre. L'ombre regroupe tout ce que nous avons rejeté. Non pas parce que ces aspects sont mauvais en soi, mais parce qu'ils allaient à l'encontre des normes et des attentes de notre environnement. Cela peut inclure de la colère refoulée, des désirs interdits, des talents non explorés, ou même des qualités positives que l'on nous a appris à rejeter. Mais l'ombre ne disparaît jamais totalement. Si nous refusons de la confronter, elle refait surface de manière détournée, nous poussant à agir d'une façon que nous ne comprenons pas toujours. Cette remarque blessante qui nous échappe sans raison apparente, ou ces pulsions d'autosabotage qui surgissent sans prévenir, souvent, c'est l'ombre qui cherche à s'exprimer. Le processus d'individuation commence lorsque nous cessons de fuir notre ombre et que nous choisissons de l'accueillir. Cela ne signifie pas céder à tous nos instincts, mais reconnaître leur existence et chercher à comprendre leur origine.
Jung enseignait que le but de la vie n'est pas la perfection, mais la complétude. Et devenir complet, c'est aussi accepter les parties de nous que nous préférerions ne pas voir. C'est pourquoi ce parcours est si exigeant. Il nous oblige à faire face à ce que nous avons longtemps fui. Au-delà de la persona et de l'ombre, Jung a décrit d'autres forces qui façonnent notre monde intérieur. Parmi elles, les archétypes de l'animus et de l'anima, qui symbolisent respectivement l'aspect masculin chez la femme et l'aspect féminin chez l'homme. Il ne s'agit pas ici de genre biologique, mais d'énergie opposée présente en chacun de nous. L'animus peut se manifester comme une voix intérieure qui incarne la raison et le contrôle, tandis que l'anima s'exprime à travers l'émotion et l'intuition. Notre relation avec ces énergies a souvent un impact profond sur nos choix, en particulier dans nos relations amoureuses. Lorsque nous projetons notre animus ou notre anima sur quelqu'un d'autre, nous attendons de cette personne qu'elle comble un vide intérieur. Mais personne ne peut nous rendre complets. Mais seuls nous-mêmes pouvons trouver la complétude en nous. Cela nous amène à l'archétype central de la psyché, le soi. Le soi transcende l'ego. C'est l'essence la plus profonde de notre identité, englobant à la fois la lumière et l'ombre. Contrairement à la persona, créée pour le monde extérieur, le soi représente notre véritable nature. Le paradoxe, c'est que bien que le soi soit notre état le plus authentique, beaucoup traversent leur vie sans jamais s'y connecter. L'individuation est essentiellement un appel à renouer avec cette connexion. Pourtant, ce chemin est rarement direct. Il se manifeste souvent à travers des crises. La perte d'un emploi, une rupture amoureuse ou un profond questionnement existentiel, ces moments indiquent qu'une transformation intérieure est nécessaire. Résister à ce processus ne fait qu'intensifier notre souffrance. Comme Jung l'a si bien dit, ce à quoi tu résistes persiste. La seule voie possible est celle de la confrontation. Ce parcours peut être inconfortable, mais il offre des récompenses immenses. Plus notre compréhension de nous-mêmes est profonde, plus notre liberté d'être authentique grandit. Nous cessons de vivre pour plaire aux autres. Nous arrêtons de rechercher sans fin l'approbation extérieure. Et nous brisons les cycles destructeurs qui agissent dans l'ombre. L'individuation ne consiste pas à devenir une nouvelle personne, mais à redécouvrir qui nous sommes réellement sous les couches que la vie a accumulées sur nous. Peut-être que la réalisation la plus libératrice est celle-ci. Toutes les réponses sont déjà en nous. L'obstacle n'a jamais été l'ignorance, mais le refus de reconnaître ce qui a toujours été là. Reste une question. Sommes-nous vraiment prêts à regarder en nous ? Comprendre qui l'on est n'est pas un accomplissement final, mais un point de départ. La conscience de soi ne vise pas simplement à satisfaire une curiosité intellectuelle, elle transforme profondément notre manière de faire des choix, de surmonter les épreuves et de nous relier aux autres. Mais il y a un défi. Beaucoup croient que reconnaître leurs habitudes et motivations suffit pour changer. Pourtant, la prise de conscience seule ne suffit pas à transformer. Le changement véritable exige de l'action. Le premier obstacle à une transformation par la connaissance de soi, c'est la résistance. L'ego résiste au changement. Même lorsque nous savons que nous sommes pris dans des schémas nocifs, il existe une peur inconsciente de ce qui pourrait arriver si nous en sortions. Après tout, nos limites offrent un certain confort. Elles sont familières et prévisibles. Une douleur familiale, aussi intense soit-elle, peut sembler plus rassurante que l'inconnu d'une nouvelle vie. Combien de fois disons-nous vouloir changer pour ensuite retomber dans les mêmes comportements profonds ? Cela arrive parce que tout changement implique un coût, et pour beaucoup, ce coût paraît plus lourd que de rester dans le statu quo. Jung disait « Nul ne devient éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'ombre consciente. » En d'autres termes, il ne suffit pas de vouloir une meilleure version de soi-même. Il faut confronter les parties qui entravent notre croissance. Si tu fais face sans cesse aux mêmes difficultés, pose-toi cette question. Quelle part de moi tire un bénéfice de cette situation ? Aussi étrange que cela puisse paraître, la souffrance peut offrir des avantages cachés. Par exemple, se sentir victime permet d'éviter la responsabilité. Craindre le rejet justifie l'inaction. Le perfectionnisme protège de l'échec. Ces dynamiques restent invisibles tant qu'on ne les met pas en lumière. Et une fois conscientes, elles perdent leur pouvoir sur nous.